Maintenant que tout le monde est installé, je vous propose de commencer cette table ronde. Alors, le titre général de ces 3 jours, c'est les rencontres du progrès. D'ailleurs, tout à l'heure, en discutant avec un certain nombre d'entre vous, j'ai eu des gens qui m'ont dit « Oui, moi, c'est ça qui m'a donné envie de venir, parce que le progrès, on en parle beaucoup, à tort et en travers, et on ne sait pas trop ce que ça couvre, ce que ça contient, etc. » Et en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il n'y a pas si longtemps, on aimait à dire on n'arrête pas le progrès. Et quand on disait on n'arrête pas le progrès, on le disait avec un point d'exclamation presque joyeux. C'était une formule enthousiaste, adressée au futur, qui désormais inquiète. Comme si le progrès de l'intelligence artificielle au bébé génétiquement modifié s'était émancipé de nos désirs, échappé à notre maîtrise et ne signifiait plus rien. Est-il à réinventer ce progrès? Comment? À quelle fin l'employer? Peut-on se passer du progrès? Peut-être n'est-il qu'un slogan, on en parlera aussi dans cette table ronde, servant à départager le progressisme du populisme. Quel humanisme pour le progrès? Voilà quelques questions qui serviront de toile de fond à ces 3 jours, mais aussi tout particulièrement à la table ronde inaugurale d'aujourd'hui. On a de la chance, pour aborder ces questions, d'accueillir 3 invités que je voudrais vous présenter rapidement, de votre gauche à votre droite, bien que vous les connaissiez tous déjà. Anne Lauvergeon, bonjour. Bonjour. Rappelons que vous êtes normalienne, agrégée en sciences physiques et ingénieure du corps des mines. Vous avez été, entre autres fonctions, c'est entre autres pour ça que vous avez déjà fréquenté ce lieu, conseillère Sherpa du président Mitterrand de 1990 à 1995. Et chacun sait que vous avez été présidente de la COGEMA et, pendant 10 ans, présidente à la tête d'Areva. Dans votre bibliographie, moi je retiendrai la 3e révolution énergétique chez Plomb, qui est sorti en 2008 et sur lequel je vous poserai une question tout à l'heure. Louis Schweitzer, bonjour, rebonjour. Rappelons que vous êtes énarque, inspecteur des finances. Chacun vous associe à 2 choses. À la fois à votre travail aux côtés de Laurent Fabius de 1981 à 1986 à l'industrie puis à Matignon, et surtout à vos près de 20 ans chez Renault, où vous êtes entré en 1986 au contrôle de gestion, il me semble, c'est ça? Au contrôle de gestion, et dont vous avez été le PDG de 1992 à 2005. Vous avez publié « Mes années Renault entre Billancourt et le marché mondial » chez Gallimard en 2007. Et enfin, Étienne Klein, bonjour. Vous êtes, on le sait, à la fois physicien et philosophe, directeur de recherche au CEA, professeur à l'École centrale de Paris et producteur de la conversation scientifique sur France Culture. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, dont Sauvons le progrès, qui va nous intéresser cet après-midi, aux éditions de l'Aube, et un autre qui sortira le 25 septembre chez Actes Sud, avec un titre assez long, je vais essayer de le lire sans faire de bêtises. Ce qui est sans être tout à fait... Non, ce qui est sans être tout à fait, virgule, et c'est sur le vide. Ça va? Bon. Très bien. Bon, on va commencer par vous, Étienne Klein. On a déjà eu l'occasion de discuter de ces sujets-là, mais pour reprendre le titre de votre livre, est-ce qu'il faut le sauver, le progrès? Bien, bonjour à toutes et à tous. Je voulais d'abord dire toute ma joie d'être ici dans ce lieu que je ne pensais pas fréquenter un jour. Le titre du livre Sauvons le progrès n'est pas de moi. Je l'ai découvert quand j'ai vu le livre en librairie. C'est une trouvaille de l'éditeur. C'est une bonne trouvaille. Voilà. On en discutera. Disons que c'est une phrase que je n'ai jamais prononcée, mais peu importe. Si j'ai 10 minutes, c'est ça, hein? Je commencerai par dire que vous avez dit en introduction, on parle beaucoup de progrès, on le met à toutes les sauces. Et ce qui m'a amené à m'intéresser à ce mot et à son histoire, c'est justement le contraire, à savoir que avec un collègue
de l'Académie des technologies qui s'appelle Gérald Bronner, qui est sociologue. On a utilisé un logiciel qui permet de compter l'occurrence des mots choisis dans les discours publics. Et ce qu'on a constaté et qu'on a pu mesurer précisément, c'est quelque chose que tout le monde a ressenti dans ses oreilles, à savoir que le mot progrès, qui était un mot fondateur de la modernité, qu'on a écrit pendant 3 siècles avec un P majuscule, a brutalement disparu des discours publics. Brutalement. Par exemple, si vous voulez faire un test simple, vous verrez que tous les candidats à l'élection présidentielle en 2007 utilisent le mot progrès dans leur discours, à des degrés variables, mais tous le revendiquent à leur façon. En 2012, plus aucun. Et donc la question qu'il faut se poser, c'est comment se fait-il qu'un mot qui a été historiquement si chargé, si porteur, si déterminant, a pu être liquidé en quelques années. Alors on m'a dit, c'est simple, il a été remplacé par le mot innovation. Le mot innovation est un mot qui n'était pas utilisé dans les années 80 quand je faisais mes études d'ingénieur. Les professeurs nous parlaient d'invention, de découverte, d'application, de brevet, mais pas d'innovation. Et en effet, avec le même logiciel, on a vu le mot apparaître dans les années 90. Le croisement entre la courbe du progrès qui décroît et de l'innovation qui monte se fait en 2003. Et depuis, l'innovation a remplacé le mot progrès partout. Et c'est un mot qui n'est d'ailleurs pas défini dans les textes officiels. Et donc on pourrait se dire, et ça a été mon premier réflexe, c'est pas grave, on a fait une permutation d'un mot par un autre, mais le message est le même. Et en fait, quand on fait une analyse un peu plus fine du mot progrès et du mot innovation, on s'aperçoit que la rhétorique dans laquelle on a inséré l'innovation est une rhétorique qui contredit l'idée de progrès. Alors ça demanderait des heures, je vais le faire en 5 minutes. L'idée de progrès, c'est une idée qui s'appuie sur l'idée d'un temps constructeur. Le temps est complice de notre liberté et il est complice de notre volonté. Et donc croire au progrès, c'est configurer le futur à l'avance d'une façon qui est crédible et désirable. Crédible parce qu'appuyée sur les connaissances et désirable parce qu'il faut, pour le faire advenir, accepter de réaliser ou de se sacrifier pour faire advenir cette société que nous avons désirée à l'avance, mais qui ne va pas apparaître toute seule, qui réclame des efforts, parce que le progrès n'est pas automatique. Donc pour le dire en une phrase, croire au progrès, c'est accepter de sacrifier du présent personnel au nom d'un futur collectif. Ce qui suppose que ce futur collectif soit dessiné, ce qui suppose qu'on dispose d'une philosophie de l'histoire. Et d'ailleurs, c'est peut-être parce que nous n'avons plus de philosophie de l'histoire que nous avons dû renoncer à l'usage du mot progrès. Maintenant, l'innovation. L'innovation, c'est évidemment très très bien. Ce que je critique, moi, c'est la rhétorique dans laquelle on l'a insérée. Par exemple, si vous regardez le texte de la Commission européenne, qui veut faire de l'Europe l'union de l'innovation en 2010, à l'horizon 2020, en remplacement du traité de Lisbonne qui voulait faire de l'Europe la société de la connaissance, vous avez un texte de 50 pages traduit dans toutes les langues européennes que vous pouvez trouver sur le site de la Commission. Et vous verrez que la première page commence de cette façon. L'Europe est soumise à toutes sortes de défis, compétitivité des entreprises, vieillissement de la population, raréfaction des ressources, changement climatique, etc., etc. Et elle a compris qu'elle ne pourra relever ces défis que grâce à l'innovation. S'ensuit un texte de 50 pages dans lequel le mot innovation est cité 307 fois sans être nulle part défini. Autrement dit, cette définition ou cette rhétorique de l'innovation s'appuie sur l'idée d'un temps qui n'est pas constructeur, mais corrupteur. Corrupteur. Le temps qui passe dégrade les situations, dégrade les systèmes, dégrade les êtres. Et pour empêcher que cette dégradation triomphe, il faut innover. Autrement dit, l'innovation, c'est ce qu'il faut faire
pour empêcher que le monde se défasse. Et ça m'a intéressé parce que si on fait l'histoire complète du mot innovation, on trouve des choses passionnantes. Par exemple, ce mot apparaît en fait dans le vocabulaire juridique au XIVe siècle, en bas latin, innovatio. C'est un terme qui désignerait ce qu'on appellerait aujourd'hui un avenant. Une innovation dans un contrat, c'est ce qu'il faut ajouter au contrat pour que le contrat ne change pas et demeure valide parce que telle ou telle donnée a été modifiée. Autrement dit, c'est un principe de conservation. C'est ce qu'il faut changer pour que ça ne change pas. Je vous épargne les étapes suivantes. On retrouve le mot innovation chez Machiavel, dans Le Prince. Le prince, quand il a le pouvoir, ne doit pas innover, sauf si son pouvoir est menacé. Autrement dit, là encore, l'innovation, c'est ce qu'il faut faire pour empêcher que le pouvoir soit perdu. Et celui qui va introduire le mot innovation en l'associant à la technique, c'est un philosophe anglais qui s'appelle Francis Bacon, XVIIe siècle, donc avant le siècle des Lumières. Et c'est d'ailleurs à lui que Kant va dédier la critique de la raison pure. En fait, Bacon écrit un livre qui s'appelle « Essais et conseils civils et moraux » en 1632, dans lequel il y a un chapitre qui s'appelle « L'innovation », qui a été traduit en français moderne récemment chez Vrin, et que je donne à lire, ou du moins des extraits, à mes étudiants de Centrale, sans leur dire qui a écrit ce texte, ni quand il a été écrit. Je leur demande, à votre avis, d'où ça vient. Alors les uns me disent Jacques Attali, les autres me disent Alain Minck. En gros, c'est toujours un texte dont ils considèrent qu'il a été écrit la semaine dernière. Et pourquoi est-ce qu'ils disent ça? C'est tout simplement parce que ce texte de 1625 parle de l'innovation comme nous en parlons en 2019. Que dit Bacon? Que le temps qui passe est corrupteur. Les forces du bien étaient maximales au départ, les forces du mal sont continues. Qu'est-ce qui va se passer si on laisse les choses advenir? Le mal l'emporte. Comment empêcher que le mal l'emporte? Par l'innovation. Il ne faut pas innover trop vite, sinon l'innovation est rejetée comme une étrangère. Il ne faut pas innover trop lentement, sinon les dégâts du temps qui passe sont irréversibles. Conclusion, il faut innover au rythme du temps pour maintenir le monde. C'est exactement notre discours, c'est-à-dire que nous associons l'innovation à l'état critique du présent et non pas à une image du futur que nous aurions configurée à l'avance et qui nous apparaîtrait à la fois crédible et désirable. Pour une raison simple, c'est que quand on a une vision du futur qui est crédible, on écoute les scientifiques, les climatologues qui parlent du climat, de la biodiversité, de la pollution, etc. Quand c'est crédible, c'est pas très désirable. Et quand c'est désirable, c'est pas crédible. Autrement dit, le ressort de l'idée de progrès est tombé en panne. Et c'est pour ça qu'on l'a abandonné. Mais à mon avis, et c'est ma conclusion provisoire, c'est plutôt que de liquider le progrès et de le remplacer par l'innovation, dont, je le répète, la rhétorique est quand même mortifère. La rhétorique de l'innovation, c'est « si vous n'innovez pas, vous disparaissez ». C'est quand même pas très engageant. Ça n'invite pas au sacrifice. C'est, si on croit un peu à l'idée de progrès, de la retravailler. La retravailler, ça veut dire la prendre au sérieux au point de la soumettre à elle-même. Si vous croyez à l'idée de progrès, vous devez faire progresser l'idée de progrès. La retravailler peut tenir compte des leçons de l'histoire. Et aussi pour dénoncer les naïvetés des philosophes des Lumières qu'il avait élaborés. Quand vous lisez Condorcet, qui imagine un embrayage automatique entre le progrès scientifique, le progrès technique, le progrès matériel, le progrès moral, le progrès politique, vous lui dites non, ça n'a pas marché comme ça. Quand vous lisez d'Alembert qui dit prenez une nation tyrannique, formez-y quelques géomètres, quelques mathématiciens, quelque temps plus tard, le peuple se sera libéré de son joug. Il n'a pas connu la Corée du Nord, où il y a d'excellents géomètres. Donc il y a des naïvetés comme ça chez les philosophes des Lumières, qu'on peut dénoncer en faisant une expérience de pensée, qui à mon avis est un bon outil pour repenser l'idée de progrès. Vous prenez des philosophes des Lumières, Condorcet, d'Alembert, Diderot, quelques autres, vous les mettez dans une capsule temporelle.
et vous les faites atterrir en 2019. Et vous regardez leur réaction lors d'un voyage organisé que vous avez préparé pour eux. Vous les amenez dans une classe de terminale suivre un cours de maths. Ils vont rien comprendre, mais ils vont être admiratifs du fait qu'aujourd'hui on enseigne en classe de terminale des mathématiques qu'eux-mêmes ne connaissaient pas. Vous les amenez au CERN, vous leur expliquez le boson de Higgs. Vous dire c'est incroyable, les physiciens font des découvertes qui ont des implications philosophiques. Ça on l'avait même pas prévu. Vous les emmenez, je sais pas. Alors après vous faites des expériences plus négatives, par exemple. Vous les mettez sur un canapé devant un téléviseur un samedi soir. En leur disant, vous allez rester sur le canapé là jusqu'à pub comprise. Et là, ils ne vont pas comprendre ce qu'on a fait de la télévision, alors qu'eux auraient imaginé, connaissant l'instrument, qu'on allait diffuser en direct les cours du Collège de France, par exemple. Bon. Donc voilà. Et puis surtout, je pense qu'ils ne comprendraient pas qu'on voit dans la rue à Paris des gens dormir sous la pluie. Voilà. Et donc, par une expérience de pensée comme ça, on pourrait constater ce qui, dans l'idée du progrès, a été une réussite, allant même parfois au-delà de ce qu'ils avaient imaginé, et ce qu'ils n'auraient pas compris qu'on n'ait pas fait, compte tenu des espoirs qu'ils avaient enclenchés dans l'idée de progrès, dont je vous rappelle que l'anagramme est le degré d'espoir. Merci, merci Étienne. Pour ceux que ça intéresse, je renvoie à un article épatant qu'Étienne Klein a écrit pour le site The Conversation qui s'appelle « Faire progresser l'idée de progrès ». Anne Lauvergeon, je vous passe la parole maintenant parce que Étienne Klein a parlé du temps et vous avez une vision, on a parlé d'innovation et de progrès, mais vous avez une vision sur la transformation. Comment, sur une très longue période, vous avez un peu étudié, regardé de près les grands moments de la transformation humaine et voir comment ça a progressé. Je voudrais que vous nous parliez de ça. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Je dois vous dire d'abord que je suis très émue de me retrouver ici. Je ne suis pas venue depuis 1995. François Mitterrand était bien sûr vivant. Et je suis arrivée un peu tard pour faire le tour à Gilbert. J'espère qu'on aura la chance d'avoir une deuxième chance après. Mais pour moi, j'oserais le terme, c'est un pèlerinage. Donc je ne pouvais pas... D'abord, votre sujet est formidable, l'initiative est géniale, et le lieu, voilà. Donc je ne pouvais que dire oui, et je suis vraiment très très flattée d'avoir été invitée. Alors effectivement, progrès, innovation. Je trouve que la réflexion d'Étienne est extrêmement intéressante. Elle fait beaucoup réfléchir. Alors moi, je vis dans un monde où effectivement, on ne parle que d'innovation. Oui, j'ai oublié de dire que vous êtes présidente d'ALP, qui fait du conseil en stratégie, et vous investissez dans des entreprises innovantes, en plus. Dans des entreprises innovantes, on ne dirait pas des entreprises en progrès. Non, ouais. Alors qu'on espère bien qu'elles soient en progrès. Mais elles sont aujourd'hui qualifiées d'innovantes. Alors, c'est vrai que si on reprend... Alors, je ne sais pas si je vais dire innovation ou progrès. Je vais dire progrès, parce que je pense que c'est le plus important. Si on regarde le temps long, le progrès, la capacité effectivement d'apporter des choses nouvelles, a complètement façonné nos sociétés. Alors, je vais peut-être vous faire une présentation qui est très liée à l'énergie, mais c'est peut-être le sujet sur lequel je plus réfléchis. Mais quand vous regardez effectivement la révolution zéro de l'énergie, c'est la domestication du feu, et ça a changé complètement la vie des personnes de l'époque, c'est-à-dire pouvoir cuire ses aliments, donc beaucoup moins d'intoxication, pouvoir s'éclairer, faire fuir les bêtes féroces, se chauffer, aller peindre dans les grottes très loin. C'est donc la révolution zéro de l'énergie qui a changé les premières sociétés humaines. La première révolution énergétique, eh bien, ça a été très clairement fondé sur une technologie, la vapeur, une invention française, Denis Papin, créateur génial, mort dans la misère à Blois, et le charbon. Bon, la vapeur, j'ai tendance à dire elle existait avant, le charbon aussi, mais à la fin du XVIIIe siècle, ça se développe partout, on l'utilise partout, machine à vapeur, et ça va effectivement introduire la première révolution industrielle, qui va
complètement changé nos sociétés. Bien évidemment l'urbanisation, mais également l'exode rural, le capitalisme moderne, les grandes sociétés, et puis, disons-le aussi, les excès du capitalisme moderne. C'est là où on voit que la notion de progrès, va-t-on vers le mieux ? Quand vous voyez Charles Dickens, vous n'êtes pas très très sûr que la situation est bien meilleure qu'avant. Eh bien, c'est la création aussi des syndicats en réaction, c'est le marxisme, c'est toutes sortes de choses qui ont changé nos sociétés. Alors la deuxième révolution énergétique, qui va créer la deuxième révolution industrielle, elle n'est pas arrivée faute de charbon ou faute de vapeur. Mais on trouve encore mieux. On trouve là aussi des nouvelles technologies et des nouvelles matières premières. Matière première, le pétrole. La technologie qui va en face, le moteur à explosion. Et ça, c'est la globalisation. Et puis l'électricité. Alors l'électricité, Edison, et ça se passe à peu près au moment, c'est-à-dire au tournant du 19e et du 20e siècle. Et alors là, effectivement, l'électricité, ça c'est une révolution en profondeur qui va changer nos modes de vie individuels, bien sûr. Et on voit bien que l'accès à l'électricité est un élément absolument moteur, pas seulement du confort, mais même de la vie et de la survie des gens. Mais c'est également la naissance, dans les années, on va y revenir, 1980, l'énorme explosion des data. Donc, on voit bien que ces technologies, ces matières premières, ces changements énergétiques ont complètement façonné notre vision, la vision de nos sociétés, la façon de vivre. Alors, est-ce que ce sont des progrès ? Pendant tous ces siècles-là, oui, on a considéré que c'est des progrès. Progrès étant, nous allons vers du mieux. Est-ce que c'était toujours vrai ? J'en suis pas totalement persuadé. Mais c'était le sentiment général. Aujourd'hui, et je vais y revenir, je crois que nous avons une grosse panne collective de croyance dans le fait que le progrès nous apporte du mieux. Et c'est pour ça qu'on ne parle plus d'innovation, faute aussi de vision du temps. Jusque dans les années 80, je pense que nous avons vécu... Parce que les innovations ou les progrès majeurs sont finalement pas si nombreux que ça. Les grands progrès de rupture ne sont pas très nombreux. Nous avons vécu sur beaucoup de petits progrès très importants qui ont nourri nos sociétés, qui ont nourri la consommation, qui vont de la machine à laver, l'électroménager, les innovations du quotidien. Et c'est ça qui a effectivement permis le développement et la croissance. Les voyages en avion, les voitures, l'énergie pas chère, et sans grande préoccupation environnementale, on peut le dire. Et puis on a eu, je dois dire, une accélération de l'innovation, du progrès, en particulier aux États-Unis, avec une nouvelle mythologie. Les innovations ne viennent plus, les progrès ne viennent plus des États, ne viennent plus des grands programmes, ils viennent du garage. C'est le mythe de Platon revisité, c'est plus la caverne, c'est le garage. Et on a une accélération d'un certain nombre de phénomènes à partir de 1990-2000, absolument stupéfiants, qui sont d'une part des gains de productivité par l'innovation, mais aussi sans innovation, des gains de productivité sur tous les secteurs, une délocalisation qui commence timidement, qui est moins importante en termes de perte d'emploi que les gains de productivité, mais qui est effectivement la mise en compétition entre les pays, à la fois sur les emplois, mais aussi sur attirer les investissements. Et ça, c'est grâce au coût du transport. C'est grâce à cette possibilité qu'on a effectivement de faire transformer les sujets. Et puis, on a l'émergence des GAFA. Et je dois dire que quand on regarde, par exemple, l'année 2007, je trouve qu'elle est fascinante. C'est Tom Friedman qui le note. 2007, il se passe tout. C'est-à-dire qu'on a vraiment une impulsion extraordinaire qui vient des États-Unis sur les data, et on a dans le même temps le gaz de schiste qui transforme complètement la productivité des usines traditionnellement consommatrices d'énergie aux États-Unis. Donc on a véritablement en 2007 un changement, à partir de 2007, un changement brutal. Et puis il y a la crise de 2008. Ce qui fait que cette arrivée massive d'un certain nombre d'innovations passe un peu inaperçue dans la crise, c'est-à-dire que c'est un peu caché par l'effet de la crise. Mais en même temps, disons-le et disons-le clairement, je pense que pour beaucoup de gens qui vont vivre, et qui ne sont pour rien dans les subprimes et tout ça, mais qui vont en vivre à travers le monde toutes les conséquences, c'est de manière très forte
une critique extraordinairement virulente qui naît, qui se développe sur les élites qui nous ont embarqués effectivement dans des progrès, des innovations. On perd notre job, on ne sait pas où on va. Et vous, pendant ce temps-là, et on le voit dans tous les travaux des spécialistes, les élites s'enrichissent, continuent de s'enrichir. Donc nous nous appauvrissons, les classes moyennes des pays développés se fragilisent, et pendant ce temps-là, les élites se portent bien. Donc je crois que ce phénomène-là, lié à un deuxième phénomène qui apparaît, qui est que le changement climatique n'est plus, comment dirais-je, une hypothèse. On en parlait tout à l'heure avec un des intervenants qui va intervenir plus tard. Moi, je me souviens d'un débat à l'Université d'été du MEDEF en 2006 avec Claude Bébéard, oui, président d'AXA, où j'explique que le changement climatique est un des sujets que je trouve le plus préoccupant, et où il explique que ça n'existe pas. On voit, et peut-être ça c'est une vision personnelle, on est peut-être passé un peu de l'autre côté du cheval entre-temps. C'est-à-dire qu'on a l'impression, à entendre certains, que on peut peut-être s'asseoir sur le trottoir et attendre la mort, on va tous mourir, le changement climatique. Moi, je discutais avec mon fils, 15 ans, qui me disait, tu sais, maman, si on n'intervient pas tout de suite, dans 3 ans, on est tous foutus. Je dis, écoute, c'est peut-être une bonne nouvelle pour toi, tu n'auras pas à passer le bac. Alors, je dois dire que cet aspect des choses ne l'a pas désintéressé, parce qu'effectivement, le lycée n'est pas son premier intérêt. Mais je suis stupéfaite de voir ses copains, etc., ses copines, mais sidérés par le changement climatique, c'est-à-dire être comme devant, dans le livre de la jungle, le singe devant le serpent. On est devant le sujet, voilà. On nous a légué un monde qui va à la catastrophe, et où effectivement il n'y a plus que peut-être quelques innovations qui vont nous sauver, mais et encore, on n'est vraiment pas sûr d'y arriver. Et ce désespoir collectif, à la fois cette absence de confiance dans tout ce qui a été historiquement les gens qui vous amenaient, les États, les corporations, et de l'autre côté, nous sommes au bord du précipice et comme dans les personnages de bande dessinée, on a déjà dépassé le bord et de toute façon on est foutu, on est en train de se rendre compte et on va tous mourir. Et notre amie Greta, c'est vrai qu'elle n'exprime pas un bonheur de vivre communicatif. C'est pas ça qui va nous donner le peps de se dire bah oui, on croit encore en des projets collectifs, on croit en notre avenir, on a envie de faire des choses. Et pour moi, le progrès, c'est ça. C'est-à-dire de dire nous avons un avenir collectif et nous avons des possibilités collectives de nous en sortir. Quand même, je voudrais vous poser la question sur la troisième révolution énergétique. C'est-à-dire que une fois qu'on a dit que ce que vous venez de dire là, vous nous avez mis en appétit. C'est-à-dire vous avez parlé du charbon et de la vapeur, du pétrole, des moteurs et de l'électricité. Et alors, et après, ça va être quoi? Ça va être tout le nucléaire, c'est ça? Pas du tout. D'ailleurs, vous citiez un livre que j'ai fait en 2008, à une période où encore le changement climatique, les gens disaient ouais. Non, moi je suis persuadé depuis très longtemps que nous sommes dans une troisième révolution énergétique. Alors, au passage, ceux qui ont vécu la première ou la deuxième, ça dure 10 ans, ça dure 20 ans, on n'a pas conscience d'être dedans. Enfin, on est dans un espèce de système qui se meut, qui se bouge, où il se passe des tas de choses. On ne comprend pas très bien. Et où effectivement certains vous disent ce qu'il faut faire, des guides, etc. Non, moi ce que je pense, c'est qu'on va avoir effectivement, à cause du changement climatique, la nécessité de dépenser beaucoup moins d'énergie. Et ça, on va y être aidé et on y est aidé déjà, par le fait qu'on pilote beaucoup plus de choses. Bon, les LED, par exemple, c'est une révolution de l'éclairage absolument fantastique en termes d'économie d'énergie. Donc on peut faire des économies fantastiques, la domotique va changer, la construction, l'urbanisme, il y a plein de choses à faire dans ce domaine. Et puis effectivement, on va devoir utiliser des énergies qui ne font pas de CO2. Non carbonées. Aucune n'a été inventée pour ça. Mais il se trouve que, bon, on les connaît, hein, c'est les renouvelables, c'est le nucléaire. Et je pense que l'ostracisme... Alors, c'est là où les choses m'inquiètent beaucoup. Je prends un sondage récent en France. 69% des Français pensent que le nucléaire fait du CO2. Et 89% chez les jeunes, oui. Je dirais que c'est une grande logique chez les Français, d'une certaine façon.
c'est un manque d'information colossal, puisque je vous rappelle, le nucléaire ne fait pas de CO2, il en fait encore moins d'ailleurs que l'éolien. Donc, ça ne fait pas de CO2. Mais pourquoi croit-il que ça en fait? Parce qu'il voit les écolos qui sont contre. Les écolos veulent lutter contre le changement climatique, qui sont contre le nucléaire, c'est parce que le nucléaire fait du CO2. Le raisonnement, il est imparable. Il est imparable. Donc, 69% des gens qui pensent qu'effectivement ça fait du CO2, voilà. Donc, on arrive à des raisonnements qui sont émotionnels. Alors, ça, c'est peut-être la dernière dimension difficile du progrès aujourd'hui. C'est que très longtemps, et nos amis d'Alembert et autres étaient sur la raison, nous sommes de plus en plus sur l'immédiateté et sur l'émotion. Alors, les émotions, j'ai toujours pensé qu'il fallait non seulement les écouter, les entendre, les comprendre, les peurs, les angoisses, etc. Elles sont très importantes. Mais on ne peut pas non plus être uniquement sur des grands sujets de société dans le courant de l'émotion. Merci. Alors, Louis Schweitzer, quelle est votre approche tout à l'heure, on parlait d'ailleurs, on se posait la question, est-ce que le titre de cette table ronde, le progrès a-t-il une fin en soi, était vraiment pertinent? On se posait la question, on se dit, est-ce qu'il n'aurait pas fallu mettre est-il bon, en tout cas, quelle est votre réponse? Comme je ne comprends pas la question, je n'essayerai pas d'y répondre. Bon. J'essayais quand même. Mais oui, vous avez fait un effort louable. Mais voilà, je renonce à essayer de réponse. Et je voudrais repartir de ce qu'a dit Étienne Klein. Il a souligné le fait que le mot progrès est un mot qui n'est plus à la mode. Étant observé quand même qu'en politique intérieure française, il a fait un retour en 2017 assez marqué, qui ne s'est pour l'instant pas démenti. Mais au fond, je définirais la croyance au progrès assez différemment de la définition qu'en a donnée Étienne Klein. Pour moi, les gens croient au progrès quand ils le vivent de façon quotidienne et présente. Au fond, la croyance au progrès qui existait, disons, dans l'après-guerre, était fondée sur le fait que les conditions de vie des gens progressaient, qu'ils vivaient plus longtemps, qu'ils allaient mieux, que leur vie était plus facile. Et donc, on croit au progrès parce qu'on le vit. Et ce qu'on constate depuis un certain nombre d'années, c'est que les gens ne font plus l'expérience du progrès. Cela dit, observons que cette absence de croyance au progrès est d'abord un phénomène qu'on retrouve dans les pays développés occidentaux. Si vous interrogez un Chinois, si vous interrogez un Africain, il ne dira pas « il n'y a pas de progrès ». Mais au fond, nous vivons, nous occidentaux, une sorte de déclin relatif. Nous ne dominons plus le monde comme nous le dominions il y a 20 ou 30 ans ou 40 ans. Et puis, je crois que ce vécu de la disparition du progrès comme croyance commune est aussi fondé sur ce qu'a dit Anne, c'est-à-dire l'idée on est dans un monde aux ressources finies avec une population croissante, et donc on retrouve le pessimisme de Malthus, que les gens vivent de façon intense. Alors, est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'on trouvera une révolution énergétique? Ce n'est pas mon objet. Et puis, il y a un autre facteur qui, à mes yeux, explique la perte de confiance dans le progrès, c'est que ce progrès n'est plus partagé. Là aussi, Anne l'a évoqué, le progrès n'est pas partagé entre tous. Et, si on regarde l'évolution du revenu, des conditions de vie, etc., on voit que depuis 20 ou 30 ans, eh bien, les conditions de vie de la classe moyenne, c'était même en Occident, ne progressent plus. Donc, au fond, aujourd'hui, pour beaucoup de gens, le progrès, parler du progrès, c'est mentir. C'est aller à l'encontre de ce qu'ils vivent, de leur expérience, et donc ce n'est pas vrai. Et je crois que c'est cela qui explique, au fond, l'évolution du sentiment et de la popularité de ce mot.
Et je voudrais raconter une anecdote. Il se trouve qu'il y a un peu plus de 10 ans, 12 ans, on m'a demandé de présider le comité d'éthique de la recherche agronomique. Et j'avais voulu, donc on est en 2007, avant la crise, j'avais voulu que le comité, qui était composé de philosophes, de scientifiques, de gens tout à fait remarquables, adopte des principes communs. Parce que pour parler d'éthique, il faut quand même avoir quelques principes. Et parmi ces principes, je voulais introduire la croyance dans la possibilité du progrès. Alors, on a accepté 6 principes sans problème. Et ce point-là a suscité un débat violent. Et malgré le fait que j'étais président, j'avais un peu d'autorité, le comité n'a pas accepté de dire qu'il croyait à la possibilité du progrès. Et donc, on a fait une phrase, parce que je tenais quand même à ce que le mot progrès figure dans ce progrès, puisqu'on parlait de recherche agronomique, donc de quelque chose qui était tendu vers l'avenir, fondé sur la science, fondé sur l'innovation. Et on a trouvé une phrase que je vais vous lire, parce qu'elle fait un peu la synthèse. Cette phrase, c'est « Le progrès implique une société ouverte aux innovations techniques et sociales ». Donc on retrouve le lien progrès-innovation. Mais pour moi, le mot innovation n'est pas nécessairement positif, alors que le mot progrès est nécessairement positif. Donc le progrès implique une société ouverte aux innovations techniques et sociales, en sachant qu'il faut analyser et prévoir l'impact de ces innovations sur les modes de vie, leur contribution au développement humain et s'assurer d'un partage équitable des bénéfices qu'elles peuvent apporter. Vous voyez, c'est une phrase de commission. C'est une phrase de commission. Mais ce qui est intéressant, c'est pas seulement la phrase, c'est le fait que, au fond, la croyance au progrès, qui allait de soi, et je pense dans un tel comité, 30 ans plus tôt, il n'y aurait pas eu l'once d'un doute, était quelque chose rempli de conditions, de il faut que, s'assurer que, il faut prévoir l'avenir, ce qui, à mes yeux, est une tâche à peu près impossible. On peut prévoir des tendances, mais on ne peut pas toujours prévoir les accidents ni la réaction aux tendances. Donc, au fond, oui, le mot progrès, au fond, est-ce qu'il est fini? Pour revenir à la question, c'est pas est-il une fin, est-ce que c'est fini? Moi, je crois que non. Je crois que non. Et d'ailleurs, à tous ceux qui doutent du progrès, je leur dis, est-ce que vous auriez envie de vivre il y a 200 ans avec une mortalité infantile de 40%, avec des famines, avec une espérance de vie en bonne santé qui s'arrête vers 55 ans, l'illettrisme qui est massivement dominant? Personne ne veut revenir en arrière. Donc les gens croient au progrès accompli. Ils n'arrivent pas à imaginer le progrès futur. Justement parce qu'ils sont dominés par cette peur du monde fini et d'une population qui explose. Moi, je suis convaincu qu'on trouvera des solutions. Alors, là-dessus, moi, je voulais vous le relancer tous les trois, justement, merci de me fournir cette transition, sur qui, justement, qui peut prendre en charge. Est-ce que c'est le politique? Est-ce que c'est les scientifiques? Qui pour prendre en charge une nouvelle vision, une nouvelle remise en marche du progrès? Est-ce que, Étienne Klein par exemple, est-ce que c'est... parce qu'il faut bien qu'il y ait une volonté quelque part pour définir ce futur à la fois souhaitable, désirable et crédible. Il faut que quelqu'un le dise. Qui va le dire? Bah, pas moi déjà. Ah ben non, là vous me décevez beaucoup. Là. Non, mais moi je suis d'accord avec ce qui a été dit, notamment la dernière phrase de Louis Schweitzer, à savoir que moi je crois au progrès, c'est-à-dire je pense que les choses progressent. Mais pour que l'idée de progrès soit psychiquement active, il faut qu'elle soit accompagnée d'un véritable discours qui lui donne un sens. Or, comme j'essaie de le rappeler tout à l'heure, l'idée de progrès, elle suppose, pour être revendiquée, que le futur soit configuré. Configuré, c'est-à-dire on représente le futur. Quand j'étais adolescent, dans les années 70,
tous les jours, on me parlait de l'an 2000. L'an 2000 était représenté aux deux sens du terme. C'est-à-dire, il était dessiné, il était mis dans notre présent, de sorte que chacun d'entre nous pouvait tracer une trajectoire individuelle entre le présent où nous étions et ce futur qui nous attendait. Évidemment, beaucoup de ces prédictions sont révélées fausses. Mais ce n'est pas la question. Non. La question, c'est qu'on nous présente un futur qui existe. Or, aujourd'hui, les adolescents, j'en ai aussi à la maison, ils n'entendent jamais parler d'une configuration 2050 ou de 2100. Le futur n'est pas représenté, ou alors quand il l'est, c'est sous l'égide de l'apocalypse. Oui, enfin, je pense que psychiquement, c'est très difficile. Le fait que le futur soit laissé en jachère intellectuelle et en sevrage prophétique, c'est difficile à vivre. Justement, je vous pose la question à cause de ça. Excusez-moi, je vous interromps 5 secondes parce que 2050, l'Institut Momentum, qui est un institut qui rassemble un certain nombre de ce qu'on appelle des collapsologues aujourd'hui, lui tient un discours sur 2050. Oui, mais qui est discours de l'effondrement. Oui, en fait, on est tous d'accord que des choses vont s'effondrer. Il y a des choses qui vont s'effondrer. Des pays peuvent s'effondrer. Très rapidement, le Venezuela s'effondre. Donc il y a toujours eu des effondrements, il y en aura encore. L'idée de progrès était un peu abusive quand elle promettait un salut terrestre, c'est-à-dire la disparition des catastrophes. Non, il faut s'habituer à l'idée qu'il y a eu des catastrophes, il y en aura encore, et on n'est pas prêt de les faire disparaître par notre seule volonté. Mais tout à l'heure, Louis Schweitzer a dit « personne ne veut retourner dans le passé ». En fait, aucun parmi nous ne supporterait psychiquement de retourner dans le passé en connaissant la suite de l'histoire. Par exemple, moi, je rêverais d'assister aux discussions entre Einstein et Bohr à l'hôtel Métropole au Congrès Solvay 1927. Je serais prêt presque à mourir pour y être. Mais si, à ce moment-là, j'avais une rage de dents, est-ce que j'aurais le courage physique d'aller chez le dentiste en 1927 en sachant qu'un peu plus tard, on pourrait y aller sans souffrir? Je pense que non. J'aurais pas ce courage. Et donc, personne ne tiendrait un retour dans le passé, mais, et ça répond un peu à votre question, il y a un sondage récent montrant que seulement 16% des jeunes ont envie de vivre dans le futur. Question bizarre, parce qu'on se demande où ils pourront vivre ailleurs que dans le futur. Mais ça veut dire qu'ils n'ont pas envie d'y aller, quoi. Il n'y a pas d'urgence. Personne n'est pressé d'arriver en 2030 ou 2050. Personne n'est pressé. Ça dit des choses aussi. Ben oui, bien sûr. Alors que moi, j'ai quand même vécu l'impatience de l'an 2000. Et on peut se demander, et je répondrai ensuite à votre question, si, outre les effets qui ont été indiqués tout à l'heure, il n'y a pas aussi un effet purement numérologique. C'est-à-dire que 2000, c'est un changement de millénaire, de siècle, de millénaire. Ça crée une attente incroyable, qui est la même que celle d'un alpiniste qui est en train de monter vers un sommet. Tout son être est tendu vers le sommet. Et une fois que le sommet est atteint, après quelques griseries, on redescend. Et la redescente, c'est un éloignement par rapport à l'objectif qui donne l'impression d'un déclin. La redescente nous éloigne de ce qui nous avait motivés. J'ai l'impression que, ayant passé l'an 2000 qui a été si chargé en attente, on est en train de redescendre sans être capable de se fixer un nouvel horizon projectif. Et ça nous manque pour asseoir l'idée de progrès. Et donc, moi, je n'ai pas de recettes, sinon, et longtemps que je les aurais fait connaître, mais je pense que le grand défi, notamment pour les scientifiques, c'est de travailler à configurer le futur d'une façon qui soit crédible, attractive, pas forcément, mais surtout qui tienne compte de ce que nous savons. Et à mon avis, c'est là le plus grand défi. Par exemple, le fait que 69% des Français pensent que c'est le nucléaire qui crée le changement climatique, ça rend difficile l'organisation d'un débat public sur la transition énergétique. Bon. Et en plus, nous sommes capables de développer toutes sortes de stratagèmes intellectuels pour ne pas croire ce que nous savons lorsque ce que nous savons nous dérange. Voilà. Et ça retarde, ça nous fait procrastiner. Les climatologues que je connais disent exactement la même chose depuis 40 ans. Simplement, ils raffinent, ils développent, ils précisent, mais le message est le même. Et on ne commence à les prendre au sérieux que depuis quelque temps. On a laissé la parole à toutes sortes de gens non climatologues
qui ont un avis sur la climatologie et qui ont occupé dans les médias 10 fois plus de place, ça a été mesuré, que les climatologues. Et ça, c'est quand même embêtant pour configurer un futur qui soit crédible, qui est quand même la première condition pour qu'il puisse ressembler à ce que nous désirons qu'il soit. Anne Lauvergeon. Ben moi, je suis tout à fait d'accord avec Étienne. C'est-à-dire, je pense que l'absence de configuration du futur crée énormément de problèmes. Alors, la seule configuration du futur qu'on entend fortement, c'est celle des catastrophistes. Eux, au moins, c'est assez simple. Alors, il y a l'échéance de temps est variable, mais la fin et la certitude sont claires. Moi, je pense qu'on en souffre. Alors, tu le disais, Louis, de manière très juste, nos états d'âme n'existent pas dans un certain nombre de pays émergents, qui, au contraire, et existent beaucoup moins aux États-Unis aussi. Ils ne s'expriment pas du tout de la même façon. Moi, je crois qu'on souffre particulièrement en Europe occidentale et en France en particulier. Alors, bien sûr, la baisse de notre aura dans le monde, mais aussi de notre façon de voir le monde. C'est-à-dire que quand on regarde comment le progrès s'est exprimé dans le système français, il s'est beaucoup exprimé à travers finalement une pensée qui venait de l'État, qui était exprimée par des grandes institutions. Ça a été le dernier Avatar, qui a donné d'ailleurs de vrais grands succès. Ce sont les grands programmes. C'est-à-dire que tout le système étatique, public, etc., dit nous allons réussir à avoir le téléphone pour tout le monde, et ça va faire France Télécom et ça va faire Orange, et tout le monde aura des TGV, et on a des équipements TGV, etc. Bon, le nucléaire, le spatial, l'aéronautique. Bon, il y a un truc qui a complètement planté, c'est le plan calcul. Enfin, quand on regarde un plantage sur 6, c'est quand même pas mal. Et donc, c'était assez simple intellectuellement. Ça venait de l'État. Ça venait d'une pensée qui était boum et qui s'imposait. Bon, ceci a perduré jusqu'à là, je dirais, milieu des années 90. Et puis, tout ça s'est éteint. Ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, la commande publique ne nourrit pas le progrès. Au contraire. On a installé une commande publique, on l'a d'ailleurs rendue extraordinairement, comment dirais-je, craintive de toute innovation. L'hôpital public, un acheteur d'un hôpital public en France, on peut le poursuivre pendant 3 ans, et acheter une innovation, non, parce qu'il faut acheter quelque chose qui puisse avoir un concurrent. Par définition, si vous faites quelque chose que les autres ne font pas, vous ne pouvez pas avoir de concurrent. Donc la commande publique a perdu son sens moteur, qu'il a eu pendant très longtemps. Alors vous avez des États qui n'ont pas eu, qui ont eu moins que nous ce genre de choses, mais qui ont créé des écosystèmes, des aquariums, où effectivement les petits poissons qui étaient dedans ont pu devenir grands. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a un écosystème qui marche mieux pour l'innovation que les autres, pour le progrès. Regardez par exemple les rois des tablettes et des smartphones aujourd'hui, la Corée du Sud, les États-Unis. Vous comparez les deux écosystèmes, ils sont totalement différents. Mais l'écosystème, la façon dont l'aquarium est réglé, l'éclairage, la nourriture des poissons, le pH, etc., ça marche. Et notre aquarium à nous, français, il n'est pas si mauvais que ça. Quand on voit tout ce qu'on a inventé, tout ce qu'on a su faire, et moi je vis dans le monde de l'innovation, je peux vous assurer, je vois toute la journée des gens absolument fantastiques, avec une énergie et une pêche dingue, et qui ne sont absolument pas dans l'idée de on va s'asseoir sur le trottoir et attendre la mort. Et puis, le progrès, c'est aussi, c'est pas seulement les grands programmes, c'est pas seulement donc les États, c'est pas seulement l'écosystème, c'est aussi un État, comment dirais-je, c'est un enfant de bohème. Vous avez des innovations, des progrès qui sortent comme ça, qui viennent de nulle part, qui sont géniaux. Voilà. Bon. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment relancer le progrès ? Moi, je crois que c'est effectivement donner envie et donner une perspective, une prospective, une envie de faire. Et puis, l'État doit retrouver les collectivités locales, tout le monde. La commande publique française, je rappelle, c'est 200 milliards par an. Il y a de quoi faire. Il y a beaucoup, beaucoup à faire dans ce domaine.
Il y a l'écosystème à améliorer. Bon, je pense qu'il s'est quand même vachement amélioré. La BPI, tout ce qui est création d'entreprises innovantes, je crois qu'on est un des meilleurs du monde. Tout ce qu'a fait le CGI avec mon voisin Louis Schweitzer, absolument remarquable. On a beaucoup œuvré ensemble sur le concours mondial d'innovation, sur plein de choses. On s'est beaucoup bougé. Il y a plein de choses de très bien qui ont été faites. Et puis être capable, effectivement, de saisir les génies, quoi. Les gens qui vous sortent des choses qui sont des ruptures et qui vont vous permettre de régler des choses qu'on ne sait pas régler avant. Voilà. Donc moi, je suis, comme Étienne, et comme je pense Louis, extrêmement optimiste. Et je dois dire que justement, notre devoir par rapport à nos ados, par rapport aux gens qui rentrent dans le monde du travail, c'est de leur redonner un peu de pêche, quoi. Louis Schweitzer. Bon. Alors, d'abord, il y a un progrès auquel les gens continuent de croire, et c'est important, c'est le progrès scientifique et technique. Ils ont l'idée qu'on n'arrête pas le progrès. Et je crois que la vue globale sur le progrès scientifique et technique et sur la science est extraordinairement positive. Les enquêtes le montrent. Et au fond, la crédibilité des scientifiques, même en dehors de leur propre domaine, où quelquefois ils disent des sottises, est très forte. Donc je pense que c'est une première base. Pour moi, la seconde base, c'est que les gens vivent le progrès au quotidien. C'est ce que j'évoquais sur le partage du progrès. Quand le pouvoir d'achat, la capacité d'organiser sa vie ne progresse pas, les gens ne croient plus au progrès. Donc je pense qu'il y a un problème de redistribution ou de partage des richesses qui est une des conditions de la croissance, croyance au progrès. Et puis le troisième point, c'est donner aux gens le sentiment qu'on retrouve le contrôle du monde, le contrôle des choses. Parce que c'est vrai que le catastrophisme, c'est l'idée que c'est un système fatal face auquel nous sommes impuissants, il n'y a pas d'action. Et quand vous écoutez le discours politique aujourd'hui, le plus souvent, c'est de dire il n'y a pas le choix. C'était d'ailleurs le slogan de Mme Thatcher, c'était « There is no alternative ». Il n'y a pas d'autre voie possible. Donc, retrouver un volontarisme politique au niveau local ou au niveau national ou au niveau européen, mais qui fasse qu'on ait l'impression qu'il y a une capacité d'action collective. Alors, je ne suis pas sûr qu'on puisse dessiner le futur de 2050. Franchement, en rose, en bleu, en noir ou en blanc, je ne m'y risquerai pas. Mais redonner aux gens le sentiment qu'il y a une capacité de contrôler l'évolution du monde. Sentiment qu'on avait au XIXe et au XXe siècle, alors même qu'il y a eu des accidents dans le XXe siècle qui montraient une perte de contrôle absolue. Mais les gens avaient l'idée qu'il y avait un contrôle collectif des choses. Et je pense que c'est de rendre, de façon concrète, de montrer qu'il y a un contrôle des choses. Alors effectivement, ça implique un rôle du pouvoir public. Je ne vais pas revenir sur ce qu'Anne a dit et que je partage, mais vous n'êtes pas entraîné dans un système fatal. Vous pouvez prendre le contrôle des choses. Ça peut être très concret. Je voyais en arrivant ici quelque chose que je trouve assez laid, qui sont des champs de panneaux solaires. Mais au fond, ça donne aux gens qui les posent l'idée qu'ils contribuent au contrôle des choses, qui ne sont pas à constater leur impuissance face à une dérive. Alors, quand vous dites contrôle, quand même, j'aimerais qu'on revienne 5 minutes là-dessus. La version, ça c'est la version face. La version pile, c'est ce qu'on appelle l'anthropocène. C'est-à-dire le contrôle des choses, le fait de vouloir que l'homme soit au contrôle de tout, ça a créé tellement d'externalités négatives qu'on est dans un... Alors... Justement, pardon. L'anthropocène, c'est l'homme change la nature, mais il n'est pas capable de piloter son action. L'humanité, dans l'anthropocène, n'est pas capable de piloter son action dans une autre direction que celle qui conduit à la catastrophe. C'est ça le discours. Antoine, Étienne Klein. Oui, si on n'arrive pas à prédire le futur aussi facilement qu'on pouvait le faire naïvement autrefois,
c'est paradoxalement parce qu'on a compris quelque chose, à savoir que nous allons dépendre de choses qui dépendent de ce que nous allons faire. Et nous ne sommes pas capables de dire ce que nous allons faire collectivement, de le prédire. Et donc, nous ne pouvons pas prédire ce qui va se passer. Et vous disiez tout à l'heure que j'étais optimiste. En fait, non, j'ai jamais dit ça. Je ne suis pas non plus pessimiste. Je suis ni l'un ni l'autre. Depuis que j'ai trouvé cette définition de l'optimisme par Jean d'Ormesson, qui disait « Un optimiste, c'est un gars qui fait ses mots croisés avec un stylo bille ». Je n'appartiens pas à cette catégorie. Voilà. Et par contre, il y a une chose pour laquelle je suis assez pessimiste, c'est l'avenir de l'humanisme. Je ne suis pas inquiet sur l'avenir de l'humanité, mais l'humanisme au sens de nous avons le sentiment commun de participer au même destin collectif. Je pense que ce sentiment-là est en perte de vitesse. Ça a été un horizon, l'humanisme. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est abandonné au motif que nous avons compris que nos conditions de vie sont tellement différentes et que les inégalités sont accentuées par justement le progrès tel qu'il s'est déroulé jusqu'à maintenant, que l'idée que nous appartenons à la même histoire est une idée qui s'étiole, et ça se voit par le fait qu'on construise beaucoup plus de murs aujourd'hui qu'on construit de ponts, par exemple. Ça marque ça. Et vous citiez la phrase « on n'arrête pas le progrès » tout à l'heure. C'est marrant parce que j'ai fait un test auprès de mes étudiants. Parce que cette phrase, pour moi, quand j'étais étudiant, ça voulait dire... C'est un salut enthousiaste adressé au futur. C'était un jugement moral. On n'arrête pas le progrès, ça voulait dire il ne serait pas bien de vouloir l'arrêter puisqu'il est une bonne chose. Mais mes étudiants, c'est pas du tout ça. On n'arrête pas le progrès, c'est un jugement pratique. Ça veut dire on ne sait pas où agir pour modifier le cours des choses, de sorte que on n'arrête pas le progrès, c'est un constat d'impossibilité d'agir sur le cours du monde, comme si, par exemple, la technologie avait une dynamique qui s'était autonomisée par rapport aux volontés humaines. D'autres réactions à ces... Un petit point de correction. Les inégalités s'accroissent fortement au sein des pays. Au niveau mondial, les inégalités tendent plutôt à décroître. À décroître, oui. Et c'est vrai qu'on est toujours... Il faut éviter de vivre l'humanité en européen pur. Oui, de même que l'État stratège ou l'État de commande publique ou l'État planificateur, il existe en Chine de manière éclatante. Il existe dans des tas de pays dans le monde. C'est pas non, mais on voit que... Je pense qu'effectivement, l'idée de configurer l'avenir est compliquée mais nécessaire. Et il y a aussi le fait de connaître le passé. Moi, c'est quelque chose qui me frappe beaucoup, c'est-à-dire d'où on vient, et qui est aussi une façon de voir où on va. On parlait des famines, des guerres. Je ne sais pas si vous avez lu Sapiens, mais il y a une présentation extrêmement, ou dans Homo Deus, je ne sais plus, un des deux, extrêmement forte sur le fait qu'on n'a jamais eu aussi peu de morts violentes que ces 15 dernières années. Vous demandez à n'importe qui, il va vous dire le contraire, que dans des périodes les plus violentes de notre histoire. Je regardais une petite statistique. Entre 1682 et 1694, il y a eu 2,8 millions de Français qui sont morts de famine. 15% de la population sous Louis XIV en 20 ans. D'abord, personne ne s'en souvient. Ça ne s'apprend pas. C'est pas un sujet. Mais les grandes famines, les grandes épidémies, quand on regarde par exemple les grandes épidémies avec la quantité de voyages, d'échanges que nous avons, nous devrions avoir une flambée absolument folle des épidémies. On s'aperçoit qu'elles sont, alors à chaque fois effectivement la grippe de l'hiver, tout le monde en parle, etc. Rien à voir avec la grippe espagnole du tournant du début du XXe siècle. Donc je pense que retrouver la notion de progrès, c'est aussi connaître l'histoire d'où l'on vient. Et de se rendre compte qu'effectivement, J'ai vu un débat un jour par hasard à la télévision, France 3, qui m'a beaucoup frappé. C'est des gens qui s'invectivaient assez rudement sur un sujet environnemental, de pollution.
Et une des personnes a fini par dire que l'espérance de vie avait beaucoup diminué depuis 25 ans du fait de la pollution en France. Et cette affirmation surprenante, ce qui m'a le plus surpris, moi, c'est que personne n'a réagi. Le journaliste, les personnes en face, rien. Donc, formidable amélioration de l'espérance de vie, le fait, on est comme amené, comme disait Michel Serres, sur le fait, tu engendreras dans la douleur. Tout ça, on a tout changé en une génération. On est quand même dans un monde, ça va du dentiste à l'opération. Enfin, on est dans un monde formidable par beaucoup de côtés. Et on est persuadé du contraire. Donc, retrouver le sens de ce qu'était la société. Moi, j'ai connu des maisons, alors j'étais à la fin de ça, mais François Mitterrand en parlait, aussi bien chez ses grands-parents à Touvent que dans la Nièvre. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau courante. Et on a connu Moi, j'ai connu une maison sans eau courante, c'est sûr. Mais ça paraîtrait complètement fou aujourd'hui. Donc le progrès, c'était ça aussi, c'est-à-dire de partager ça pour le plus grand nombre de gens possible. C'est ce que Louis Schweitzer disait quand il parlait de progrès au quotidien.